Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument des mathématiques, le théorème de Lagrange. Mais oubliez tout de suite les formules compliquées. On va le découvrir ensemble comme une sorte de promesse, une garantie que les maths nous offrent. Et tout ça à travers une simple histoire de randonnée en montagne. Alors, voici le chemin qu'on va suivre. On commence avec un petit problème en montagne, on observera ensuite deux randonneurs au rythme très différent, ce qui nous amènera à un fameux moment de vérité. Après ça, on décortiquera un peu les maths pour comprendre comment ça marche, avant d'arriver enfin à la réponse finale. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Notre aventure commence au pied d'une montagne, avec un scénario tout simple qui met en scène deux randonneurs. Je vous présente Adrien et Victoria. Ils partent pour une rando de 3 heures entre 17h et 20h. Point important, ils partent du même endroit, au même moment, et ils arrivent ensemble au sommet. Sauf qu'ils n'ont pas du tout le même style de marche, et c'est ça qui va soulever des questions assez intéressantes. Tu constates que Victoria monte à une vitesse constante, donc sa vitesse ascensionnelle est toujours constante, alors que Adrien a une altitude qui est donnée par une fonction cubique. Voilà, qui peut faire un peu peur comme ça. Et du coup, ça c'est le setup. Et tu vois, les questions qu'on te demande, c'est est-ce qu'ils vont marcher à un moment donné à la même vitesse ou pas? Si oui, à quel moment est-ce qu'ils auront la même vitesse? Quelle sera cette vitesse? Et quelles seront leurs altitudes respectives à ce moment-là? Donc tu vois que ce qu'on t'a donné dans la consigne, c'est pas spécialement évident de prime abord de le relier à ce qu'on te demande. Et en fait, c'est là où le théorème de Lagrange va se montrer très utile et du coup intéressant. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. C'est que les mathématiques, à travers ce fameux théorème de Lagrange, nous font une promesse. Elles nous garantissent qu'il y a forcément un moment, un instant précis, où leur vitesse d'ascension sera exactement, parfaitement la même. Le parcours d'Adrien, lui, il est décrit par cette fonction. Et attention, c'est un point crucial. Cette courbe ne représente pas sa position sur une carte, mais bien son altitude qui évolue au fil du temps. Ce graphique, il nous montre tout le potentiel de la fonction d'Adrien. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la randonnée. Alors on va zoomer, on va se concentrer uniquement sur l'intervalle entre 17h et 20h, c'est-à-dire entre l'heure 1 et l'heure 8. Alors évidemment, c'est entre l'heure 5 et l'heure 8, c'est mademoiselle l'intelligence artificielle qui a un petit peu halluciné sur ce coup. Mais donc voilà, 17h, 20h, ça fait bien entre 5 et 8h. Nous, on compte les heures comme si c'était des heures PM, c'est des heures d'après-midi. Et c'est le départ, regardez bien. La courbe verte, c'est Adrien. On voit tout de suite que sa vitesse change tout le temps. Et la ligne droite alors? Eh bien ça, c'est la vitesse moyenne, constante qu'il aurait fallu tenir. On va dire que c'est le rythme de Victoria, régulier du début à la fin. On se retrouve donc avec un cas d'école, une sorte de version montagnarde de la fable bien connue du lièvre et de la tortue. Alors là, en tant que guide de montagne passionné, je peux vous dire qu'Adrien, il commence tout doux. Regardez la courbe au début, elle est presque plate. Sa progression est beaucoup plus lente que le rythme de croisière de Victoria, qui est représenté par la pente de la ligne droite. Clairement, il prend son temps. Ah, et une précision super importante. Quand on parle de vitesse ici, on parle de vitesse ascensionnelle, c'est-à-dire le gain d'altitude par heure. Ce n'est pas la vitesse de marche, la vitesse à laquelle les pieds avancent sur le sentier. C'est une distinction qui change tout. Forcément, en partant si lentement, Adrien a pris du retard. Il doit donc mettre les bouchées doubles pour arriver en même temps. Et l'image l'illustre parfaitement. Voyez comme sa vitesse augmente de façon spectaculaire sur la fin. La pente de sa tangente devient bien plus raide que celle de Victoria. Bon, il est parti lentement, il a fini en trombe. La logique nous dit qu'entre ces deux extrêmes, il a bien dû y avoir un moment précis, non? Un instant de vérité où sa vitesse a pile égalé la moyenne. Voyons ça de plus près. Et le voilà, le fameux moment de Lagrange. Cet instant précis où leurs vitesses s'alignent. Visuellement, c'est magnifique. C'est le moment où la tangente jaune, la vitesse d'Adrien, devient parfaitement parallèle à la ligne droite verte de Victoria. À cet instant, leurs vitesses sont rigoureusement identiques. D'accord, le graphique nous montre que ce moment existe bien. C'est une chose. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour trouver cette heure exacte avec les maths? Allez, il est temps de sortir la carte et la boussole mathématique. On va décortiquer ensemble le calcul qui nous mène pas à pas vers la réponse. La méthode est assez simple. Elle se fait en 3 étapes. D'abord, on calcule la vitesse moyenne de Victoria. Ensuite, on va trouver la formule qui nous donne la vitesse d'Adrien à n'importe quel instant. Ça s'appelle la dérivée. Et enfin, on va simplement poser que ces deux vitesses sont égales et résoudre l'équation pour trouver l'instant qui nous intéresse. Donc étape 1, calcul de la vitesse de Victoria, c'est la pente d'une droite. Étape 2, calcul de la vitesse d'Adrien, comme c'est une vitesse instantanée, ça va être la dérivée de sa fonction cubique. Étape 3, c'est la mise en équation.
Étape super importante, quand on a un problème, souvent ça se débloque à partir du moment où on a trouvé ce qu'on appelle la petite mise en équation. Il y a deux choses qui doivent être égales, et ici les deux choses égales, c'est la vitesse d'Adrien, dont on veut qu'elle soit égale à la vitesse de Victoria. C'est exactement l'égalité ici que je souligne avec mon petit curseur. Première étape, la vitesse de Victoria. C'est le dénivelé total de la randonnée divisé par le temps total. Le calcul est simple et il nous donne 21. 21 mètres par heure, c'est notre vitesse de référence, la cible qu'Adrien doit forcément atteindre à un moment donné. Deuxième étape, on passe au calcul différentiel. On va chercher la dérivée de la fonction d'Adrien. C'est un outil mathématique très puissant qui transforme la formule de son altitude en une nouvelle formule, celle de sa vitesse à n'importe quel instant x. Et enfin, Voilà, ici deux choses. On te conseille vraiment de passer par la dérivée de composé de fonction, étant donné qu'on a la fonction x-4 encapsulée dans la fonction x3. On a bien une composée de fonction. Attention au petit piège, ici une faute qui revient malheureusement trop souvent, c'est de développer le cube en faisant x-4 au cube est égal à x cube moins 4 au cube. On sait que ce n'est pas vrai, je l'ai rappelé 100 000 fois, c'est ce que j'appelle une faute chocolat. Tu sais bien que pour développer x-4 au cube, tu devrais faire une espèce de triple distributivité. C'est pas hyper compliqué, mais c'est un peu plus long. Or, on a un outil ici, la dérivée de composé de fonction, qui nous permet de trouver la dérivée super rapidement, une fois que tu connais la technique. Donc, on trouve évidemment une dérivée qui est du second degré, fonction de départ du troisième degré, on a baissé de 1 degré, et la fonction qu'on trouve, ça représente bien la vitesse d'ascension de Adrien. Si la fonction de départ représente la position, comme la dérivée, c'est la variation de la fonction position, du coup, c'est la variation de la position dans le temps, et la variation de la position dans le temps, c'est bien une vitesse. Okay, ce qui veut dire que quand tu remplaces x par une heure ici dans la fonction, ça va te donner la vitesse d'Adrien. Tu remplaces x par 5, ce sera la vitesse à 5 heures. Tu remplaces x par 6, ce sera la vitesse à 6 heures. Tu remplaces x par 7, ce sera la vitesse à 7 heures, etc., etc., etc. dernière étape, on pose l'égalité. La vitesse d'Adrien doit être égale à 21, celle de Victoria. On résout l'équation. Les maths nous donnent deux solutions, mais une seule se trouve bien dans l'intervalle de temps de notre randonnée. C'est environ 6,65. On a trouvé notre solution. On a notre chiffre. Maintenant, retournons sur le sentier pour la conclusion de notre histoire, pour voir ce que ce chiffre signifie vraiment, de manière concrète. Ce fameux moment de vérité a donc eu lieu à 18h40, ce qui correspond à 6,65 heures. C'est l'instant précis où Adrien a arrêté de perdre du terrain sur Victoria et a commencé à la rattraper. Bien sûr, à ce moment-là, il était encore loin derrière en altitude. Adrien était à 21,5 mètres, alors que Victoria, elle, était déjà à 38,6 mètres. Finalement, ce qui n'était qu'une simple intuition au départ, l'idée qu'il devait bien, à un moment, aller à la même vitesse qu'elle, devient une certitude que l'on peut localiser avec une précision d'horloger. Et tout ça grâce au théorème de Lagrange. Waouh, c'est beau. Mais donc oui, le théorème de Lagrange nous permet effectivement de répondre aux petites questions du début. On a pu trouver le moment où ils avaient la même vitesse, 18h40. À ce moment-là, on peut trouver leur altitude. Il suffit de remettre le 6,65 dans la fonction de Adrien, ça va donner son altitude. Et pour Victoria, il suffit que tu trouves l'équation de la droite ici. On ne l'a pas mise telle quelle, mais ça, normalement, ça devrait être assez simple, l'équation d'une droite entre deux points. Et une fois que tu as l'équation de la droite, tu remets aussi le 6,65 dans l'équation de la droite pour x et tu trouves son altitude. Okay, donc en gros, ce sera 4, son altitude de départ, plus son coefficient angulaire 21, fois le temps qu'elle a passé, c'est-à-dire 1,65. Entre 5 et 6,65, elle a marché 1,65 heures. Voilà, ce qui est important, c'est que tu as bien capté ici le côté visuel du théorème de Lagrange. Il y a bien un moment donné où la pente de la tangente à la courbe va être égale à la pente moyenne entre deux points, entre les deux extrémités de mon intervalle. C'est ça vraiment le cœur du théorème de Lagrange. Pour ça, pour que ça marche toujours, il faut qu'on puisse trouver cette fameuse tangente. C'est pour ça que la fonction doit être gentiment dérivable et il faut aussi que la fonction soit du coup continue. Donc les hypothèses de continuité et de dérivabilité du théorème de Lagrange sont importantes. À partir du moment où elles sont respectées, tu peux être certain qu'il y aura toujours au moins
un moment, c'est le petit réel C ici, il y aura toujours un moment C compris entre le moment A et le moment B. Si on prend, comme dans l'exemple ici, que l'abscisse c'est le temps, eh bien il y aura toujours un moment tel que la relation de Lagrange sera respectée, tel que la vitesse instantanée dans l'intervalle sera égale à la vitesse moyenne sur l'intervalle, d'accord? Si ces hypothèses ne sont pas respectées, on ne dit pas que le théorème de Lagrange ne fonctionnera pas parfois, mais c'est pas garanti. Okay, donc les hypothèses, vraiment, elles te garantissent que si elles sont respectées, ce théorème va toujours fonctionner. Okay, et donc, il est souvent utilisé dans la notion de vitesse, comme je l'ai fait ici avec la petite randonnée. Donc de nouveau, hein, si tu vas en vacances, j'invente en Ardennes par exemple, pendant 1 heure de trajet, et que pendant 1 heure de trajet, tu as fait une moyenne de 100 km à l'heure, bien, ça veut dire que parfois tu as été moins vite que 100 km à l'heure, puisque tu pars d'une vitesse de 0, et parfois tu as été plus vite que 100 km à l'heure, mais toujours moins que 120 évidemment, pour respecter les limitations de vitesse, c'est certain. Mais donc, puisque tu es parti de 0 et que tu as fait des pics à 120, le théorème de Lagrange te dit qu'il y a à un moment donné au moins un, peut-être plus, mais au moins un, où tu as dû voir que ta bagnole sur l'aiguille là, du compteur, elle faisait exactement du 100 km à l'heure. D'accord ? C'est le moment où ta vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne que tu as fait sur tout le trajet. Okay, et ce théorème de Lagrange, il est important au niveau des dérivées, parce que c'est lui qui va permettre de faire le lien entre la monotonie d'une fonction, sa croissance et sa décroissance, et le signe de la dérivée d'une part. Et puis l'année prochaine, en réto, le théorème de Lagrange sera une des bases pour le théorème central de l'analyse relatif aux intégrales. Ça, c'est pour un chapitre lié à l'année prochaine. Voilà, moi j'ai déjà beaucoup trop parlé, je m'arrête ici, je te souhaite une bonne suite mathématique. Ciao, ciao.